Bonjour, salam alaikum. Alors, pour ma part, j'entame le dernier cours portant sur les infections du système nerveux central. Nous allons surtout parler des bactéries responsables de ce type d'infection et comment faire le diagnostic. Alors, normalement, le système nerveux central est bien protégé. Il est protégé par les os du crâne, de la colonne. Et la diffusion de l'extérieur, même de l'intérieur des micro-organismes est un peu ardue, elle est difficile. Cependant, dans certaines circonstances, il peut y avoir contamination, surtout par les vaisseaux sanguins. Aussi, par les nerfs, surtout les infections virales, l'herpès, la rage, ou encore, c'est des infections locales, en cas de l'infection de l'oreille, du sinus, des maladies congénitales, ou encore des infections locales suite à des actes chirurgicaux, ou encore des traumatismes. Les principales pathologies concernent surtout les méningites aiguës, avec des conséquences, une morbidité, une mortalité et des séquelles très très importantes, ou encore des méningites et méningoencéphalites bactériennes subaiguës ou chroniques, moins fréquentes, beaucoup moins fréquentes que les méningites aiguës. Les bactéries mises en cause sont de type gram négatif ou gram positif. Essentiellement, on retrouve Neisseria meningitidis, donc gram négatif, en graines de café, très très spécifiques, disposées par paire. Et ces atteintes, on les retrouve surtout chez l'adolescent ou encore le jeune adulte. Il peut s'agir aussi d'infections à streptocoque pneumoniae
Et là, c'est une bactérie qu'on retrouve, ou c'est une infection qu'on retrouve surtout chez les personnes âgées. Et enfin, un bacillogramme négatif, très incriminé dans les méningites chez l'enfant, c'est l'hémophilus influenzae. Il est vrai que ces derniers temps, on assiste à une diminution sensible suite à la vaccination contre cette bactérie, l'hémophilus influenzae. Alors, comment se passe cette infection? Alors, pour qu'il y ait atteinte du système nerveux central, il faudrait un terrain spécifique, des bactéries avec un équipement spécifique aussi, et des caractéristiques déterminées, et une mise en contact. C'est donc le trio nécessaire à l'apparition d'une infection. La bactérie se fixe spécifiquement sur les muqueuses des voies respiratoires et c'est l'étape de la colonisation. Cette persistance par résistance à la phagocytose, des capsules spécifiques qui inhibent la phagocytose et qui permettent une présence bactérienne beaucoup plus importante dans le temps, dans la durée, permettant à la bactérie une multiplication, donc une bactériémie significative, ce qui permet à certains éléments d'atteindre l'espace sous-arachnoïdien. Pour cela, les polysaccharides capsulaires ont un rôle très important. Et chez les grammes positifs, l'acide técoïque, élément fondamental, et le lipopolysaccharide chez l'hémophilus influenzae vont induire une réaction inflammatoire très intense qui s'accompagne par la libération de cytokines et là on a un dysfonctionnement ou une altération des fonctions de la barrière hémato-encéphalique et là on assiste à un défaut de transport du glucose et à la perméabilité aux protéines. Il pourrait s'agir aussi de méningite néonatale et là, les bactéries de la maman endogènes, surtout de la région périanale, les entérobactéries, spécialement Escherichia coli, capsulées, K1, mais aussi les bactéries de la muqueuse vaginale, Streptococcus agalactiae, ou encore les méningites du nouveau-né, des personnes âgées, ou encore immunodéficientes. Et là, on parle d'un petit bacille gram positif, Listeria monocytogenes. On peut avoir aussi des méningites néonatales dues au Mycobacterium tuberculosis, bien sûr très rare,
ou encore des méningites subaiguës ou chroniques dues à Treponema pallidum, Borrelia, Rickettsia et bien sûr des méningites dues à un champignon, surtout chez les sidéens, chez les personnes immunodéprimées, c'est le Cryptococcus neoformans. On distingue aussi des méningites post-traumatiques ou encore post-chirurgicales, telles que les méningites à staphylocoque, surtout les staphylocoques blancs et même dorés, les entérobactéries ou encore des anaérobies. Et enfin, les abcès cérébraux dus soit à Streptococcus milleri ou encore à une association de cette bactérie avec des anaérobies. Les symptômes cliniques, je ne vais pas parler des symptômes cliniques, je les laisse à mes collègues cliniciens. Le diagnostic de laboratoire et l'examen du LCR obtenu par ponction lombaire, généralement qui se distingue par un trouble, voire il est purulent. L'examen microscopique permet de visualiser des globules blancs et la présence surtout de monocytes. Alors que les méningites virales se distinguent par de polymorphes neutrophiles, donc de PMN, de polymorphonucléaires neutrophiles. La recherche directe des antigènes spécifiques aussi peut permettre de diagnostiquer les étiologies bactériennes. Généralement, les cultures sont lentes, mais permettent d'isoler la bactérie et bien sûr faire l'antibiogramme qui est très indispensable à l'antibiothérapie vu l'apparition de résistance ces derniers temps. L'autre inconvénient, c'est la fragilité des bactéries incriminées, ce qui oblige, et ça c'est une condition, une rapide mise en culture du prélèvement dès la réception. Pour Neisseria meningitidis, on disait que c'était des diplocoques à Gram négatifs en graines de café. On peut le distinguer déjà à la microscopie, et donc ça permet d'orienter le diagnostic. C'est une espèce commensale qu'on peut retrouver au niveau de la bouche, du tractus urogénital, et Neisseria meningitidis est la plus incriminée dans les méningites. On connaît aussi Neisseria gonorrhoeae, agent de gonococcie, de blénorragie. Cette bactérie se retrouve aussi au niveau du rhinopharynx, qui constitue aussi la porte d'entrée principale. On connaît aussi des porteurs sains et des réservoirs. On pense que 10% de la population est porteuse et colonisée au niveau du rhinopharynx et que le microbiote du rhinopharynx comprend cette bactérie-là. La transmission, elle se fait surtout par voie aérienne
à des distances relativement courtes, et donc il ne peut y avoir transmission qu'à distance courte vu la fragilité du germe, de la bactérie. Donc la promiscuité favorise la transmission. Dans certains documents, on retrouve aussi que le sous-développement aussi favorise la transmission, mais ça reste à voir. Donc, c'est les conditions surtout d'hygiène si on veut rester correct. La virulence de cette bactérie, elle est due à son équipement de protéases, les IgA protéases et les sidérophores. Elle porte aussi des pili qui facilitent son adhésion spécifique et surtout ces pili qui se fixent de manière spécifique aux cellules du nasopharynx. La présence de capsules polysaccharidiques qui inhibent la phagocytose et les lipopolysaccharides qui permettent donc la diffusion, qui elle-même joue un rôle important comme endotoxine et qui déstabilise la fonction membranaire. Alors, ces lipopolysaccharides présentent plusieurs formes antigéniques, plusieurs variants antigéniques, d'où la nécessité d'un sérogroupage pour pouvoir administrer ou donner un traitement convenable. Et on pense que le sérogroupe A est le plus répandu en Afrique, en région subsaharienne, etc. Le deuxième agent bactérien responsable d'infection du système nerveux central, c'est un petit bacille gram-négatif, aéro-anaérobie facultatif, mais c'est une bactérie très exigeante, très difficile à cultiver, qui nécessite des facteurs de croissance, les mines et le NAD, qu'on ajoute avec le sang. C'est une bactérie commensale qu'on retrouve au niveau des muqueuses des voies respiratoires hautes et de la bouche. Plusieurs espèces. L'espèce type, c'est Haemophilus influenzae. C'est une bactérie aussi commensale de la flore buccale qu'on peut retrouver dans le tractus respiratoire supérieur et qui peut être à l'origine d'endocardite. Les anticorps anticapsulaires constitués permettent une protection contre les infections profondes. Donc, il y a une certaine protection maternelle et aussi après la naissance, mais qui disparaît quelques mois après la naissance. Généralement, il y a un vaccin et on a parlé tout à l'heure qu'il y a une réduction importante de ce type d'infection. En général, on utilise l'ampicilline, mais ces derniers temps, et je le disais tout à l'heure, ces bactéries sont devenues capables de produire des bêta-lactamases et donc on passe aux céphalosporines de troisième génération pour les souches résistantes à l'ampicilline. Streptococcus pneumoniae. Donc, comme son nom l'indique, c'est cocci à gramme positif en chaînette. Les souches en cause dans les méningites sont les souches capsulées et une large gamme de types sérologiques
23 sérogroupes sont connus. C'est une infection qui touche surtout les enfants au-dessous de 2 ans, les personnes âgées et les gens auxquels on a fait une splénectomie. L'otite et la sinusite peuvent être le point de départ de l'infection. Et dans ce cas, on utilise la pénicilline comme traitement de prime abord. Et bien sûr, on peut le changer par d'autres antibiotiques s'il y a production de bêta-lactamase. Le petit bacille gram-positif non sporulé intracellulaire mobile, Listeria monocytogenes, bactérie ubiquiste qu'on retrouve surtout dans les aliments réfrigérés, mais aussi 5 à 30% de la flore fécale de l'homme et des animaux, et qui contamine souvent les produits laitiers, les viandes, surtout les viandes hachées, les pâtes, les légumes, etc. Cette bactérie, normalement, elle est très peu pathogène, mais se manifeste et devient un danger dans des circonstances bien déterminées. On la retrouve surtout dans les infections périnatales, et là, un passage transplacentaire du germe peut avoir lieu, ou encore on peut avoir des septicémies et des méningites chez les immunodéprimés, les greffés, ou encore les personnes soumises à des traitements déprimants. Elle se caractérise aussi par une forte résistance aux céphalosporines de 3e génération. Et on est obligé donc d'associer, d'utiliser une association, l'ampicilline et les céphalospores. On retrouve aussi à l'origine de méningite une bactérie bêta-hémolytique du groupe B, Streptococcus agalactiae. Alors, transmis au nouveau-né par la muqueuse vaginale et qui est à l'origine d'un fort taux de mortalité. Sa présence chez la femme est asymptomatique et il infecte les nouveau-nés au cours de l'accouchement. Donc, en dehors des méningites, il peut être à l'origine de septicémie ou de bronchopneumonie mortelle. Aussi, avec Escherichia coli, c'est la bactérie la plus incriminée dans les méningites néonatales. Et c'est pour cela qu'un dépistage à la 35e et la 37e semaine de grossesse est très souhaité et recommandé.
Et en cas de culture positive, on préconise une antibioprophylaxie. Cette bactérie peut aussi être à l'origine d'infections urinaires traînantes. Enfin, le Cryptococcus neoformans, c'est un champignon microscopique qui possède une capsule polysaccharidique et qui lui permet de résister à la phagocytose. Cette bactérie se retrouve aussi dans la fiente des oiseaux, surtout le pigeon, dans la poussière, qui constitue la première source de contamination par inhalation. Alors, il est très peu phagocyté chez les immunodéprimés, sida, Hodgkin, sarcoïde, ou encore les personnes sous corticothérapie. Et passe dans les poumons et se dissémine dans le système nerveux central. Alors, on peut pratiquer une coloration à l'encre de Chine du LCR et comme ça, dès le départ, on peut le distinguer s'il existe. Et aussi, cet examen est préconisé pour faire le diagnostic différentiel. Aussi, on recherche dans le LCR les antigènes capsulaires spécifiques de Cryptococcus neoformans. Ça, c'est pour les microbes. Alors, pour les abcès, font suite à des infections sinusites, mastoïdites ou encore des traumatismes ou des infections chirurgicales. Les agents responsables sont surtout les cocci-agrammes positifs, staphylocoque et streptocoque. Et là, les staphylocoques, ça peut être aureus ou encore à coagulase négative, les SNC, mais aussi des BGN de la microflore fécale ou encore les anaérobies, toujours de la microflore fécale. Pour les abcès du cerveau, généralement à partir d'un foyer chronique, ORL ou encore stomatologique, sinusite, otite, ça peut être un foyer dentaire, les bactéries de cellule en cellule, par contiguïté, et suite à des thromboses veineuses, parviennent au système nerveux central. Et là, ça se caractérise par un polymicrobisme, associant généralement Streptococcus milleri et les anaérobies, ou encore staphylocoque et BGN. Donc, dans les abcès, en général, c'est une infection locale, ORL ou stomatologique, qui évolue et forme donc un abcès. Sur le plan bactériologique, le prélèvement est polymicrobien qui associe essentiellement Streptococcus milleri à des anaérobies ou encore les staphylocoques au BGN. Et là, c'est très facile à diagnostiquer. Alors, le prélèvement. Alors, on prélève le LCR, le liquide céphalorachidien, de préférence
avant toute antibiothérapie. Et alors, comme c'est une technique invasive, l'asepsie est de mise ici, et donc elle doit être totale, et la pratique du prélèvement doit être faite par un personnel expérimenté. Donc la qualité du prélèvement conditionne la qualité du résultat du laboratoire. Alors, ensemencement rapide, immédiat de préférence, sur milieu adéquat, surtout des milieux enrichis, puisqu'on est en présence de bactéries. On est en présence de bactéries très sensibles, exigeantes, telles que l'hémophilus, etc. Donc, la fiche qui accompagne le prélèvement doit être dûment remplie, et plus il y a d'informations, plus ça facilite le travail au laboratoire, les procédures d'investigation, et il vaut mieux avoir plus d'informations que très peu d'informations. Alors, généralement, 3 prélèvements sont pratiqués. Et donc, chacun a sa destinée. Bien sûr, l'asepsie, ne pas réfrigérer l'échantillon. Ne pas réfrigérer l'échantillon et rapidement l'acheminer au laboratoire. On peut aussi procéder à une prise de sang lorsque la ponction lombaire est contre-indiquée ou qui ne peut être réalisée. Là, le sang est cultivé sur un milieu spécifique. Et aussi tenir compte des exigences bactériennes. À ne pas oublier la neutralisation des propriétés bactéricides du sang. Alors, pourquoi pas incuber dans des conditions idéales, surtout en présence de CO2, ou sous une cloche bougée pour améliorer la survie et la conservation des bactéries. Généralement, c'est des prélèvements post-microbiens et on risque de donner un faux diagnostic négatif parce qu'on n'a pas bien transporté, on a mal transporté, et même la quantité du prélèvement. La culture spécifique, donc après centrifugation, on fait une coloration de grammes, recherche d'antigènes solubles et on fait un primo-ensemencement. Pour le sang, on fait
une hémoculture habituelle comme on a vu dans le cours précédent. Examen macroscopique des colonies. Et là, c'est la forme et la disposition qui vont permettre d'orienter le diagnostic. Et puis, on fait une identification obligatoire avec un sérogroupage pour adapter le traitement. Et bien sûr, pour l'hémophilus influenzae, on doit déterminer l'exigence en facteur 10 ou 5 ou les deux. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les infections du système nerveux central. Donc, pour résumer, je dirais que normalement, c'est stérile. Il n'y a contamination que lorsque on se trouve dans des situations spécifiques et des bactéries bien déterminées. Les 3 espèces les plus incriminées sont Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. Chacun est adapté à une catégorie de sujets et qui possèdent des caractéristiques bactériologiques spécifiques leur permettant de déterminer une infection. Donc là, j'ai terminé mon cours. Bonne continuation. Je reste à votre disposition pour des questions. Je répondrai et je mettrai les réponses dans le forum de la faculté. Merci et au revoir.